présent sur ce débat qui est quand même déjà le dernier de la journée et qui se situe quand même en concurrence avec un événement important qui est l'apéro. Je vois qu'un certain nombre d'entre vous savent joindre l'utile à l'agréable. Je vous en félicite, surtout pour qu'on va parler de travail et de sujets éminemment drôles. On ne va pas être sur du comique absolu. Donc, merci encore une fois d'être ici. Donc, vous connaissez le principe. On est sur un débat inversé. Vous êtes les premiers à être interrogés. Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez nous livrer un témoignage. En fait, voilà, vous n'êtes pas juste là pour poser des questions. Je vois que vous êtes un peu disséminés. Mon premier réflexe, c'était de vous dire vous pouvez vous rapprocher. Mais effectivement, en période de rapport à la distanciation sociale qui s'impose, restez où vous êtes. Je me chargerai de faire circuler le micro et de le désinfecter quand il le faudra. Donc le thème des réjouissances de ce soir, je vous rappelle le titre, mais vous devez le connaître si vous êtes là, on parle donc du morcellement du travail. Et face au morcellement du travail, je vous relis l'intitulé, redonnons du pouvoir et dignité aux travailleurs. Vaste programme. Alors, peut-être petite en guise de problématisation rapide, avant de vous présenter les intervenants et de vous passer la parole. Je crois que c'est en 1956 que George Friedman, sociologue, publie Le travail en miettes, où il décrit déjà les effets potentiellement délétères de l'organisation scientifique du travail et de la division sociale du travail qui commence un petit peu à dérailler selon lui. Mais en fait, on peut même remonter à 1893 avec Durkheim, qui, de la division du travail social, s'inquiète de l'anomie produite par justement une division sociale du travail qui est perçue comme excessive, qui mène à des degrés de spécialisation qui emmènent donc de spécialisation et de diversification du travail qui finissent par ruiner le sentiment de solidarité qui peut exister entre les membres d'une différente société. Et puis si on monte encore plus loin, on pourrait remonter à l'Hippias majeur de Platon, mais là je ne suis pas sûr que ça éclaire le débat d'une actualité extrême. Tout ça pour dire que la préoccupation face à l'éclatement, à l'atomisation, à la balkanisation, au morcellement du travail, c'est pas exactement neuf. Pour autant, effectivement, les dernières décennies ont connu, le sujet dans les dernières décennies a pris une dimension nouvelle. Depuis l'entrée du capitalisme dans sa phase néolibérale, qui signifie notamment une transformation du rapport de force entre le capital et le travail, qui verse clairement à la faveur du premier, et qui permet au capital donc d'imposer des conditions nouvelles aux travailleurs, et d'imposer ses obsessions de contrôle, de flexibilité. Et donc l'émiettement, aujourd'hui, je pense qu'on est passé au picomètre, si déjà en 1956 on parlait d'émiettement, prend des formes diverses. C'est-à-dire que le travail, dans sa forme comme dans son fond, est émietté, est atomisé. Dans le travail quotidien, les formes de management, le renforcement du contrôle, la montée du contrôle algorithmique, les contremaîtres sont d'un type nouveau, ça je pense que Jérôme pourra nous en toucher un petit mot. La subordination passe par des moyens nouveaux, mais également effectivement développement de formes de travail précarisées, ce qu'on appelle le travail parasubordonné. Enfin, l'atomisation prend des formes nouvelles. Alors je ne vais pas essayer d'en faire un inventaire à l'après-vert parce qu'elles sont nombreuses, et justement je pense que l'émiettement, on lui donne le morcellement en tout cas. Certains l'ont subi, j'espère. Enfin, j'espère pas pour vous, mais probablement, l'époque étant ce qu'elle est. Donc, je vous propose déjà de vous présenter les intervenants qui nous ont fait le plaisir d'être ici ce soir, et donc faire l'impasse sur l'apéro, contrairement à un bon nombre d'entre vous. Mais ce n'est pas permise. Petit problème de micro, je crois. Non, ça va. Et ensuite, écoutez, ce sera à vous peut-être de nous dire ce que vous pensez de votre appréhension de ce sujet-là, de votre compréhension, de votre expérience du morcellement, de l'éclatement du travail, et d'interpeller les personnes présentes ici. Avant qu'on parle, évidemment, vous le savez, je pense que vous les avez vues sur le site, à moins qu'on vous les ait même distribuées, mais il y a un certain nombre de propositions, de solutions, de propositions de politique publique qui ont été faites, qui sont issues des travaux de groupes de travail. C'est un peu redondant ce que je viens de dire, je suis navré. Mais donc, elles sont au nombre de 3. Je vous les rappellerai tout à l'heure, peut-être pour relancer un peu la discussion. Mais dans un premier temps, je pense qu'il est utile qu'on repasse un petit peu de temps sur les enjeux, sur ce que signifie ce morcellement, ce que signifie votre expérience. Mais sans plus attendre, je présente donc notre panel d'invités, en commençant par celui qui est le plus loin de moi, Olivier Guivarch, bonsoir. Donc, vous êtes secrétaire général de la Fédération des services à la CFDT. Vous avez beaucoup de choses à nous dire, notamment sur certaines des propositions qui ont été faites, notamment concernant les réseaux de franchisés.
Odile Chagny, vous êtes économiste, coordinatrice du réseau Sharers and Walkers. J'ai décidé d'avoir un accent très british, enfin pas british du tout d'ailleurs ce soir. Et vous travaillez notamment sur les questions de syndicalisation à l'échelle européenne pour les travailleurs indépendants. Jérôme Pimeau, vous aussi, vous êtes un syndicaliste d'un nouveau genre, puisque vous êtes livreur à vélo, et vous avez mené une lutte de fond contre les plateformes de type Deliveroo et compagnie qui déploient de nouvelles formes d'exploitation et qui désarçonnent parfois un petit peu les formes classiques de lutte syndicale. Diana Filipova, vous êtes essayiste et depuis peu conseillère de la maire de Paris pour les questions numériques et de droits humains. Bonsoir. Et enfin, Laurent Baumel, vous êtes ancien député, membre du bureau national du PS, on ne vous présente plus en ces murs, et vous aurez également beaucoup de choses à nous dire sur, je pense, le destin des classes populaires dans le travail et le traitement qui en a été fait au cours des dernières décennies. Voilà pour cette introduction désormais beaucoup trop longue. Je vais me charger de vous faire passer le micro. Je vais essayer de ne pas vous passer le Covid par la même occasion. Donc, peut-être pour commencer, cet émiettement, ce morcellement, qu'est-ce que vous en comprenez? Est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que vous avez un témoignage? Est-ce qu'on peut mettre un peu de chair derrière ces mots ressassés? Faites-moi signe et je me ferai un plaisir de vous passer la parole. Oui, parce qu'on a des retransmissions en fait sur Facebook, donc effectivement, je crois que je suis un peu obligé de vous passer les micros. Faites-moi signe, hein, je suis Gaulle volant. Bonjour Sophie. J'ai été longtemps salariée, comme plein de gens. Et puis après, pendant une période de chômage, j'ai créé une entreprise. Et maintenant, je suis sans aucun statut, puisque je suis chef d'entreprise non rémunérée. Mais je veux bien savoir, c'est pas du tout pour parler de moi, mais c'est pour dire que pendant la période du Covid, les indépendants dont je suis ont été un tout petit peu aidés, mais en fait pas mal oubliés. Et je veux bien votre définition du morcellement, peut-être pour amorcer le débat. Ouais, enfin, non mais parce que je pense qu'on est tous amenés à traverser plusieurs périodes de nos vies, donc comme je l'ai vécu, c'est-à-dire la pige, l'indépendance, le CDI, le CDD, et puis pas de statut du tout. Mais voilà, on a beaucoup parlé autrefois de droits qui s'accumulaient tout au long de la vie, etc. Mais on a l'impression qu'en fait, on est toujours dans un entre-deux. Et donc, en fait, c'est le CDI qui donne accès au crédit et à la retraite et à la sécurité, à tout ça, ou ce que je vois comme étant le morcellement. Mais peut-être qu'il y a des définitions qui peuvent être apportées qui seront intéressantes. Voilà, c'est une histoire de lancer le... Merci beaucoup. Je sais pas si quelqu'un veut réagir. Ça tombe bien, parce que du coup, ça rejoint ce que j'avais... Effectivement, il y a... le morcellement, ça peut être... la sortie du salariat, mais ça peut être aussi le fait de saucissonner le salariat en petits bouts, l'externalisation du travail, la sous-traitance, le fait de passer par des auto-entrepreneurs plutôt que de salarier des gens. Et là, aujourd'hui, avec le Covid, c'est aussi peut-être le télétravail, le travail à distance. En fait, en gros, voilà, on devient des entités séparables. Et tout ça, ça a des conséquences sur la représentation collective, parce que c'est aussi quelle représentation pour les salariés. Du coup, je me dis que ça va forcer les organisations, ou en tout cas à s'interroger sur comment on représente ces nouveaux travailleurs et comment, quels sont les moyens, y compris numériques, pour bien les représenter correctement demain. D'autres réactions avant qu'on passe peut-être à part. Oui, non, mais je suis là pour ça. Merci. Bonjour. Alors, Emeline de GDS. Moi, pour ma part, je suis rentrée sur le marché du travail classique, c'est-à-dire à temps complet après mes études, il n'y a que 3 ans maintenant. Auparavant, j'étais étudiante salariée avec un CDD, temps partiel, sans congé, puisque quand c'est congé, on est allé à l'université. Quand l'université est en congé, on est au travail. Et effectivement, en très peu de temps, dans ma profession, puisque je suis dans le notariat, donc les notaires, je suis cadre, on a vu que les
On a vu en externe, on a des personnes externes à l'entreprise qui viennent faire notre travail. Les notaires font appel à des entreprises externes pour formaliser des dossiers qui pourtant relèvent du secret professionnel notamment. Et dernièrement, ça s'est accentué avec le télétravail, notamment à Paris, qui fait appel énormément à cette façon de travailler. Et j'ai notamment eu une collègue, on appelle ça comme ça, qui travaillait du Brésil. Et ça s'est accentué avec le confinement, puisqu'on a été pris de court, obligé d'être totalement en télétravail. Et finalement, nos droits en tant que travailleurs, c'est-à-dire le droit de décrocher, de se déconnecter, d'avoir une vie privée, c'est totalement amoindri. C'est-à-dire qu'on était tout le temps appelés, on a fait beaucoup plus d'heures alors qu'on était au chômage partiel. Et désormais, à l'heure actuelle, on nous fait beaucoup de pression avec la possibilité de faire appel à des personnes beaucoup moins bien payées que nous, et donc de perdre notre travail, tout simplement, et tout en ayant de plus en plus de pression, de stress. Il faut savoir que depuis plusieurs années, il y a un sondage sur les métiers où les personnes sont heureuses. Et il faut savoir que clerc de notaire, c'est le métier où on est le moins heureux depuis plusieurs années sur ce sondage. En premier lieu, les clercs de notaire, et puis après, les infirmières beaucoup plus bas, alors que pourtant, on pourrait croire qu'on a des meilleures conditions de travail. Voilà, donc justement, la dignité pour les travailleurs, comment la retrouver? Merci. Alors, peut-être prendre quelques réactions. Là, j'entends quelque chose, enfin une préoccupation autour des carrières qui ne sont plus linéaires, du fait qu'on change d'un statut dans le temps, mais qu'on soit parfois en train de cumuler des statuts. Vous parliez notamment du fait d'être étudiant-travailleur. Effectivement, le sens qu'on donne, je sais pas, c'est un vieux mot, hein, le morcellement et l'émiettement du travail, mais effectivement, le développement du télétravail dans le sillage du Covid est peut-être une nouvelle strate à ajouter dans cette préoccupation face à morcellement du travail, l'éclatement, la disparition du lieu de travail et par là même la disparition du temps de travail, en tout cas de la façon de contrôler le temps de travail tel qu'il existait avant. Donc on a une double préoccupation temporelle, une de long terme, une de court terme. Est-ce que déjà ça vous inspire quelque chose par ici, à ma gauche? Alors, vous avez des micros que vous allez vous remarquer. On peut en garder un, j'en suis. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si je répondrai à toutes les questions qui ont été évoquées, notamment qui posent des questions de le pouvoir et puis des questions aussi sur la dignité. Parce que on a parlé morcellement du travail, mais l'intitulé, il y a aussi la question du pouvoir et de la dignité. Moi, je pense que ça s'organise. Ça s'organise et il faut déjà regarder l'existant. Au niveau d'un secteur professionnel, par exemple, il y a ce qu'on appelle les conventions collectives nationales. Et les conventions collectives nationales, c'est un vieil outil, mais qui est moderne et qui répond surtout aux questions qu'on se pose aujourd'hui. Parce que les entreprises, effectivement, elles changent, les emplois changent, mais les secteurs professionnels, eux, on peut les appréhender. Et on peut négocier avec les conventions collectives nationales un filet de sécurité pour les travailleurs. Et ce filet de sécurité, ça permet de répondre à des problématiques d'entreprises qui n'ont pas de représentants du personnel, par exemple. Il faut penser à ces millions de salariés qui n'ont pas de représentants du personnel là où ils travaillent. Parce que l'entreprise fait moins voilà, est petite, une petite entreprise. Et il faut aussi penser à tous ces salariés du particulier employeur qui donc travaillent chez un particulier, pour un particulier, et qui n'ont pas de représentants. Et c'est un moyen d'accorder un filet de sécurité pour ces travailleurs-là. Et derrière, un accès à la formation, il y a une grille de salaire, de référence. Alors, vous évoquiez ce matin, je me souviens, que c'était difficile
d'avoir des revalorisations salariales. C'est vrai que ça pose la question, évidemment, de l'efficacité de la négociation, puisqu'en face, on a des organisations patronales, et donc c'est parfois difficile, et c'est un euphémisme, de revaloriser les grilles de salaire. Mais c'est une manière de représenter les salariés, donc pour répondre à la question de la représentation. Quand on est perdu dans une petite entreprise, comment on est représenté? Eh bien, la convention collective nationale, c'est un outil qui répond aux situations qu'on connaît aujourd'hui encore. Et il faut absolument conserver la convention collective nationale. Les conventions collectives nationales, c'est un trésor social dans notre pays, puisque tous les salariés sont couverts, d'un même secteur, sont couverts par la convention collective. Quelle que soit leur entreprise, quelle que soit la taille de leur entreprise, et même des salariés qui travaillent pour un particulier, aujourd'hui, ils ont une convention collective. Alors, effectivement, là, on parle de salariés, mais justement, je me tourne vers Jérôme. On parlait de l'émiettement du travail lié au développement du télétravail et de la dissolution des limites, des bornes qui peuvent exister entre vie privée et vie professionnelle. Vous, les livreurs à vélo, vous étiez un petit peu en avance de phase. Vous avez connu ce type de destruction du lieu de travail et de perte du contrôle un petit peu avant tout le monde. Donc, est-ce que vous, en tant que canari dans la mine, est-ce que vous avez deux, trois tuyaux à nous donner? Oui, puis n'oublions pas aussi qu'on est des livreurs à vélo, puis on est aussi des indépendants. On est nos propres patrons. Enfin, c'est ce qu'ils nous ont vendu, en fait. Donc ça répond un petit peu à la question. Les oubliés du Covid, nous, c'est vrai qu'on ne s'est pas fait oublier parce qu'on était un peu les derniers à bosser. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des livreurs, donc des petits patrons, des chefs d'entreprise qui ont eu des indemnités, mais ceux qu'on a retrouvés dans la rue qui bossaient, c'est ceux qui ne pouvaient pas y avoir accès à ces indemnités. Donc c'était ceux qui étaient sous les radars, ceux qui louaient des comptes au black, en fait, des sans-papiers, des réfugiés, des migrants, et beaucoup de gens qui ne déclaraient pas. Donc en fin de compte, la première ligne du Covid des livreurs qu'il y avait dans la rue, c'était justement les livreurs qui ont permis aux plateformes de survivre au Covid, c'était des livreurs qui étaient sous les radars. Et pourtant, voilà, c'était considéré comme des travailleurs indépendants. Donc la question, en effet, des oubliés du Covid et des indépendants, nous, on était doublement dedans, parce qu'on était en première ligne, et en même temps, il a fallu qu'on se batte pour avoir des indemnités. Et encore une fois, ceux qui n'ont pas pu y avoir accès ont dû bosser. Par rapport à l'externalisation chez les notaires, moi, la réponse que j'aurais, ma réponse de militant, de néo-proto-syndicaliste, parce que je fais quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui a déjà existé il y a très très longtemps, c'est retrouver l'étincelle syndicale de la fédération, d'une fédération, au sein d'un corps de métier qui, bon, pour le nôtre était nouveau, les livreurs à vélo, les clercs de notaire. J'ai envie de dire, si vous avez ce triste trophée d'être la profession la plus triste, on va dire, servez-vous-en, parce que j'imagine que vous êtes beaucoup à avoir fait ce constat-là. Et si vous vous réunissez pas, et maintenant il y a des outils qui existent pour se réunir, des outils faciles d'accès. Avant le syndicalisme, nous je fais du syndicalisme maintenant avec les livreurs à vélo, mais avant il a fallu qu'on se coordonne en fait avec ces nouveaux outils. Et donc heureusement qu'on avait ces nouveaux outils qui sont dans notre téléphone. Ces téléphones qui étaient censés nous apporter du travail avec des applications nous ont permis après aussi de nous réunir et de nous rencontrer. Et il ne faut pas hésiter à créer des collectifs. On sait que même sans parler de syndicalisme, même sans parler de fédération ou quoi que ce soit, rien qu'un collectif des clercs de notaire d'un département ou d'une région, eh ben, ça peut tirer des ficelles au niveau de la branche pour qu'il y ait des choses qui soient faites, j'espère améliorer. Donc c'est mon conseil d'agitateur, d'activiste que je donnerais à des gens comme vous, parce qu'en plus vous êtes un métier qui est connu, qui est reconnu, et vous partez pas de rien comme nous on partait. Et l'externalisation dont vous parliez, oui, c'est, je pense, un début de plateformisation, parce que ça aussi, on en parle aussi dans des professions comme les avocats, les notaires, les médecins. La plateformisation arrive avec des gens qui vont travailler à l'autre bout du monde avec des applications, avec des outils informatiques, et qui vont vous
évidemment, vous enlevez votre boulot. Et donc ça aussi, il faut s'y préparer. Et si vous pouvez prendre de l'avance en créant vos propres collectifs sur place pour dénoncer ce genre de choses qui va arriver. Merci. Je vois qu'on est parti bien en tête sur les modalités de lutte et non, mais c'est pas votre faute, hein. Mais on est parti tout de suite là-dessus. Je voudrais peut-être revenir à un moment sur concrètement comment on en est arrivé là, comment on a laissé faire un détricotage progressif du code du travail, comment on a laissé le salariat se vider de sa substance et se faire grignoter à ses marges par du travail prétendument indépendant. Est-ce qu'on peut peut-être revenir, je sais pas, Laurent, peut-être sur une phase, sur votre diagnostic politique sur ce qui s'est passé de ce côté-là? Oui. Oui, il faut. C'est lequel? C'est celui-là. Bon, merci. Non, moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions. Je suis beaucoup moins éclairé que les autres intervenants sur les aspects concrets de ces sujets. Ce que je veux dire, peut-être pour rester d'abord au niveau des réflexions un peu générales. Je veux bien qu'on monte à un niveau de généralité plus préliminaire, oui. Je pense que la question du travail n'est qu'un aspect, même si c'est un aspect essentiel, de la question plus générale de la fragmentation sociale. C'est-à-dire que par rapport à la situation historique du mouvement socialiste dans son ensemble, de la gauche dans son ensemble, tel qu'on pouvait l'appréhender à la fin du 19e siècle, avec l'inspiration, la structuration intellectuelle marxiste, on est passé d'une situation où effectivement la question du travail, c'était la question sociale. La question sociale, c'était la question du rapport capital-travail, à une situation où, d'une part, la question sociale est loin de se réduire au travail. Dans la fragmentation sociale, il y a le fait qu'interviennent d'autres inégalités ou d'autres questions que celles qui sont liées au rapport capital-travail, les inégalités de genre, les inégalités liées à l'origine des gens, et surtout, aujourd'hui, prenez les dernières élections, c'est absolument évident, les inégalités territoriales. C'est-à-dire aujourd'hui, l'identité territoriale me paraît, moi en tout cas, beaucoup plus déterminant dans le comportement électoral que les appartenances, que les catégories socio-professionnelles des gens. Pour le dire de manière provocatrice, si vous prenez les dernières élections, dites-moi où vous habitez, je vous dirai pour qui vous avez voté. Beaucoup plus que dites-moi dans quelle position des rapports de production vous êtes et je vous dirai pour qui vous avez voté. Beaucoup plus. Alors, les deux questions se recoupent forcément, puisque les gens habitent aussi dans des quartiers, dans des villes, dans des territoires en fonction de leurs ressources économiques, et donc se regroupent dans des quartiers, dans des territoires. Donc, évidemment, ça va recouper la sociologie classique, mais pas que. Il y a dans la dimension territoriale, par exemple, des choses plus culturelles qui se jouent, des ambiances, les rapports au service public, les rapports, par exemple, à la question de l'écologie ne sont pas les mêmes en fonction des territoires où les gens sont. Bon, donc, ça, c'est un aspect extrêmement important pour le mouvement progressiste, socialiste, la gauche en son ensemble. C'est qu'on ne peut plus appréhender les individus, construire des projets politiques, etc., comme on le faisait il y a encore quelques décennies, à partir de la question du travail prise comme question centrale. On est vraiment obligé de penser la fragmentation sociale avec la dimension les questions de genre, les questions d'origine, les questions d'égalité des droits. Une atomisation parmi d'autres. Voilà. Voilà. Le fait que le travail n'est plus aussi central, n'est plus la question centrale, c'est déjà en soi un aspect du problème. Et puis ensuite, la fragmentation du travail elle-même ajoute à la fragmentation générale. Et là, tout ce qui a été dit est vrai. Le fait qu'il n'y a plus l'industrie, il y a plus, voilà, il y a des industries, il y a des statuts, il y a des contrats, il y a des parcours, tout ça se diversifie à l'extrême. Et bien au-delà des conséquences de la segmentation technique du travail, hein, vraiment, c'est les statuts, c'est tout ça, la création de l'auto-entrepreneur, toutes ces formules qui ont été créées au fil des décennies font que, effectivement, c'est très difficile d'appréhender la question du travail dans la fragmentation sociale elle-même, et la question du travail, c'est devenu difficile de l'appréhender elle aussi en tant que telle, quoi. Et on est donc obligé
pour reconstruire de la mêmeté, de l'identité collective, et à partir de là, des réponses opérationnelles, on est obligé d'affronter des nouvelles questions qui sont difficiles. Voilà. Merci. C'est en réaction à ce que Laurent vient de dire, et juste parce qu'il me semble que si la question du travail pouvait structurer les identités, c'était qu'avant, jusqu'au moment où on a eu cette transition du mode de production de l'énergie, en fait, du temps où le mouvement ouvrier était fort, où le syndicalisme était fort, c'était parce que les ouvriers vivaient tous dans un même territoire, se côtoyaient régulièrement à la mine, et en fait, ce que vous disiez, c'était partager concrètement tous les jours un même vécu professionnel. Et c'est ça qui faisait qu'il y avait un lien très fort entre cette identité territoriale et leur vécu professionnel. Et c'est vrai aussi ce constat qu'avec l'atomisation, en fait, il est plus difficile d'avoir une identité de travail quand maintenant les ouvriers, ceux qui produisent l'énergie, donc le pétrole, ne travaillent plus en France. C'est sur des plateformes offshore ou dans les pays étrangers. Donc c'est plus, la perte de la force du mouvement ouvrier vient aussi de cette évolution de la fin des mines à charbon vers une autre forme de société. Mais pour autant, est-ce que ce n'est pas le rôle des partis ou des organisations ou des forces politiques d'essayer de structurer des personnes qui vivent les mêmes conditions de travail, en fait? Elles sont atomisées, mais pour autant, et c'est ce que vous disiez dans les plateformes que vous évoquiez, elles vivent les mêmes vécus, elles partagent un même vécu de leur travail, en fait. Et je pense qu'il ne faut pas tout à fait abandonner cette question centrale. Il faudrait plutôt se dire, les femmes de chambre des hôtels Accor qui sont exploitées et qui se sont mis en grève, souvent, une grève très longue, je crois plus d'1 an et demi. Elles ont peut-être le même vécu que ces caissières qui sont exploitées, qui travaillent souvent à temps partiel, évidemment majoritairement des femmes. Et pour peu que les syndicats traditionnels s'y intéressent ou que les partis politiques essayent de donner à voir ce vécu qu'elles partagent en commun, on peut redonner un sens à leur vécu, à cette identité de travail que tu disais. Et parce que l'identité territoriale, c'est vrai qu'elle est importante, mais on assiste aussi au fait que les identités territoriales, elles fonctionnent aussi beaucoup sur des fantasmes, en fait. Je crois que c'est Jérôme Fourquet qui avait montré l'effet de lisière qu'il y avait entre ces habitats pavillonnaires qui jouxtaient les grands ensembles. Les grands ensembles votaient peu, et les habitats pavillonnaires votaient massivement pour le Front National, parce qu'il y avait ce fantasme et aussi ce vécu. Moi, je viens d'une ville populaire, donc je suis élue d'une ville populaire, donc je vois exactement à quoi ça renvoie. Il y a aussi cette peur de ne pas être contaminé par ce qui se passe dans les grands ensembles et de faire barrage en votant extrême droite, Front National, Rassemblement National. Donc c'est vrai que la question territoriale est importante, mais si on n'essaie pas de redonner une identité collective au vécu professionnel et qu'on n'essaie pas de faire voir l'exploitation qui se cache derrière beaucoup de vécus professionnels, je pense qu'on abandonne une bataille qui est importante. Et je terminerai juste sur une question qui vient de m'apparaître par rapport à ce que votre témoignage. Moi, je suis pour le télétravail. Je me suis dit, tiens, avec le Covid, je bosse dans une administration. Il faudrait imposer en Île-de-France 1 ou 2 jours de télétravail. On changerait la nature de la circulation en Île-de-France. On allégerait les trains et on résoudrait peut-être l'engorgement des transports et des problèmes de pollution de l'air. Mais là, je viens de m'apercevoir qu'il y avait aussi, en favorisant le télétravail, on participait encore plus à l'atomisation. Et donc, du coup, je viens de me dire comment on peut résoudre ce conflit, en fait. Voilà. Oui, juste derrière vous, le micro. Bonsoir. Bonsoir. C'est une question qui est... je suis souvent frappée par le fait qu'on parle effectivement, et tout à fait à raison, des femmes de chambre chez Accor, des caissières de supermarchés, de très mauvaises conditions de travail, de précarisation, d'externalisation, qui est au cœur de cette problématique sur le travail fragmenté. Mais les personnes qui votent les lois, les personnes qui les fabriquent, les partis politiques, le PS, dont je connais le programme sur le travail, quel employeur est-il? Est-ce que, par exemple, je suis toujours frappée de voir que les conseils généraux, par exemple, sont les premiers à externaliser.
ils votent les lois, ils les fabriquent, mais c'est des très mauvais employeurs. Les femmes de ménage, ils sont traités aussi mal que chez Accor. Est-ce qu'au PS, les femmes de ménage, par exemple, sont salariées? Est-ce que vous appliquez vous-même ce qui fait partie des programmes, en fait? Et souvent, je trouve que c'est quelque chose de très récurrent. Et je travaille moi-même dans une entreprise où les femmes de ménage sont externalisées. Et c'est une pratique que je réprouve. Et c'est très difficile à mettre en accord dans le propre système où on travaille ce à quoi on pense. Par exemple, est-ce que le PS a eu des problèmes? Pardon, je vais poser une question assez crue. Est-ce qu'il y a eu, par exemple, un plan social au PS et comment s'est-il passé? Quel employeur est le PS, en fait, alors qu'on connaît ces programmes sur le travail? Est-ce que c'est un employeur vertueux? Est-ce qu'il applique le salaire égal pour femmes et hommes? Est-ce qu'il applique, il lutte contre la précarisation? Est-ce qu'il fait des plans sociaux dignes? Comment ça se passe pour vous qui fabriquez les lois? Merci Florence. Laurent, je crois que c'est pour vous. Il y a certainement des choses à voir, oui. Voilà. Il y a certainement des contradictions possibles et décelables entre des propos politiques généraux et des pratiques effectives, que ce soit au siège ou dans des collectivités. Ça, je suis sûr qu'on peut trouver des hiatus. Mais bon, après, je ne vais pas rentrer là ici en détail sur ces questions. C'est quand même assez délicat pour moi. Ouais. Ouais. Non, mais en fait, il y a énormément de souffrance dans ces organisations. J'ai publié un livre qui s'appelle Souffrance en milieu engagé, qui parle notamment de l'ESS, qui est le premier livre un peu sur le burn-out dans l'économie sociale et solidaire. Donc, on parle de la Massif, du groupe SOS, où il y a des choses qui étaient sorties dans la presse, mais aussi de France Terre d'Asile. Et on n'est pas allé jusqu'aux partis politiques, mais il y a évidemment beaucoup à dire et beaucoup de souffrance, en effet, chez les salariés des partis politiques, notamment à EELV, il y a eu des affaires. Mais à chaque fois, c'est des cas individuels, et c'est vrai que jamais ces organisations sont pensées en tant qu'employeurs. Et c'est vraiment un impensé parce qu'elles sont tellement dans le discours général sur la société et jamais elles arrivent à se regarder. C'est assez fascinant, ce double discours sur ce qu'il faut faire et cette manière de ne pas faire en interne. Voilà, et donc c'est une manière de répondre. Mais c'est vrai que la faible réponse de ces partis et leur silence est assourdissant. Ouais, non, mais reprenez le micro simplement qu'on ne perde pas le fil Facebook. Parce que c'est vrai que c'est un des grands problèmes français, je pense, entre la dichotomie entre le fait de dire nous, on se moque de la France à raison au Parlement européen en disant c'est le pays de la déclaration des droits de l'homme, mais pas de leur application. Et je pense qu'il y a quand même souvent de ça entre ce que je prône dans un programme et ce que je fais à mon siège. Oui, mais si vous voulez, c'est vrai de tout. Vous pensez que tous les gens qui sont dans la défense de l'école, du service public de l'école, mettent leurs enfants dans le service public? Bon, vous pensez que tous les féministes ont des comportements féministes indiscutables dans leur couple, etc. Donc, si vous voulez, c'est un problème général. Ça va bien au-delà de la question de l'application par les partis eux-mêmes de leur propre discours sur le monde du travail. C'est que tout le monde a des contradictions potentielles entre ce qu'il raconte pour la société en général et ce qu'il fait dans sa propre existence. Ouais, je suis d'accord. Enfin, ouais, le PS ne gouverne plus, malheureusement. Mais je suis d'accord, j'entends ce que vous dites, mais je trouve que c'est très intéressant justement d'entendre le glissement entre votre discours, qui est un discours de combat sur les droits, et le discours qui va vers du sociétal, où la question du droit. Or, le droit du travail me semble être la problématique centrale. C'est qu'il n'y a que le droit qui peut sauver les travailleurs. Il n'y a pas des débats sur la sociologie du travail, etc. À moins de dire on va réindustrialiser. D'accord, là, ça répond à la question de madame sur comment recréer du collectif, etc. Bah oui, l'industrialisation va recréer du collectif. Mais est-ce que c'est ça qui est à l'agenda politique de la France? Enfin, bon, voilà, ça, c'est une autre question. Mais je suis assez consternée par le fait que dans le débat public, les questions sociétales prennent toute la place, en lieu et place des questions, des vraies questions politiques, qui sont des questions du droit, quoi, surtout pour le travail. Et c'est pour ça que ça m'intéressait ce que vous disiez sur comment créer un collectif, un métier qui n'existait pas auparavant, comment créer des statuts, ça m'intéressait d'ailleurs de savoir comment concrètement vous avez fait pour créer un syndicat à partir d'un métier qui est né un petit peu
Peut-être pour compléter, pour rebondir, par rapport, est-ce que la technologie ne déjoue pas parfois le droit? Est-ce qu'elle n'empêche pas le droit? Là, Diana, je me tourne vers vous pour faire la jonction aussi sur la question de créer des identités, créer un sentiment d'appartenance collective. Effectivement, c'est un petit peu ce que Jérôme nous expliquait tout à l'heure, mais quand on est séparé par l'algorithme, je sais que il me semble que c'était Deliveroo, des gens avaient été allés tripatouiller pour voir ce qui se passait dans l'algorithme, et il semblait que l'algorithme s'évertuait à éviter que les mêmes livreurs se retrouvent devant les mêmes restaurants à attendre, parce qu'on attend beaucoup, et donc pour éviter en fait que les gens commencent à discuter, parce que quand on commence à discuter, on n'est pas loin de s'organiser. Vous nous préciserez ça, mais peut-être sur la façon qu'a la technologie, peut-être bientôt le télétravail, de séparer, d'établir une forme de séparation que peut-être même le droit n'arrivera pas à empêcher. Comment on lutte contre cet état de fait? Alors absolument, la question du morcellement s'est en fait posée très très tôt dans l'évolution, dans la structuration à la fois des collectifs ouvriers, des syndicats, du droit du travail, bref, de notre société aujourd'hui, notre capitalisme industriel qui repose sur la séparation des rapports de production entre le capital et le travail. Et les premiers travailleurs, donc vraiment le travail, ceux qui incarnent le travail au début du 19e siècle, les ouvriers, ils ont refusé ce morcellement en refusant les technologies qui en fait les incarnaient et qui venaient casser. Mais ce qu'elles venaient casser, c'est non seulement un rapport très direct du travail, qui est un rapport plus d'artisans. Alors pas tout à fait d'artisans, puisque déjà les premiers ouvriers, ils s'en éloignaient, mais il y avait encore un lien qui existait entre celui qui travaille et la production, entre celui qui commande, celui qui organise et ceux qui lui obéissent, donc ceux qui sont ses subordonnés. Et ce que les technologies, les machines, en fait, sont venues briser, c'était non seulement ce rapport au travail, mais aussi le rapport à l'environnement, au sens large du terme, le rapport à la ville, le rapport des familles, l'organisation qui existait, qui était beaucoup plus organique, intégrée, et que les technologies sont venues déjà désintermédier. Donc ce morcellement du travail, donc je reviens à ce que vous disiez, en fait le travail à la fois est une conséquence du morcellement de la vie et du rapport de l'humain à son environnement direct, et c'est aussi quelque chose qui le cristallise et l'incarne. Donc aujourd'hui, on le voit très bien, quand on parle du travail, quand on parle de la souffrance au travail, des problèmes, elle touche beaucoup plus directement, presque aux tripes, les personnes, que lorsqu'on agite les grandes généralités sur le morcellement, sur la fracture sociale. Il y a quelque chose de très primaire. Et puis, il faut bien comprendre que ce morcellement, il a toujours été multiforme et il est concomitant finalement à une construction d'un droit de protection. Donc, l'histoire du 19e siècle et l'invention du droit du travail, de la protection des travailleurs, a résulté avec une volonté évidemment de protéger les gens contre ce morcellement. Mais il ne s'est évidemment pas arrêté. Dès le début du XXe siècle, ce morcellement, il a pris différentes formes. Vous parliez tout à l'heure de l'anomie, qui est quand même un terme extrêmement fort, mais qui a été employé par Durkheim dès la fin du XIXe siècle. Cette anomie, c'est pas seulement la séparation, le morcellement des tâches. Elle est beaucoup plus forte. C'est une fragmentation des structures même de la société et qui change la société quelle qu'elle est. Les conséquences morales. Durkheim s'inquiète des conséquences morales de la division sociale du travail. Absolument. Et Simone Weil, qu'on cite assez peu souvent, hélas, quand on parle du travail et de la fragmentation, en fait, a été une des plus fines observatrices de ce qui se passait. Donc, en regardant les ouvriers travailler, parce qu'elle observait beaucoup, elle notait les choses qui se produisaient, elle disait, en fait, ils sont séparés d'eux-mêmes. Ils sont séparés de leur propre subjectivité, tout en étant séparés des autres. Et cet aspect-là, qui est une forme de morcellement du travail, a été largement permise et renforcée par les technologies. Donc aujourd'hui, c'est absolument évident, puisque les technologies du numérique, l'algorithmisation des relations de subordination, le remplacement des employeurs et des chefs par des plateformes diffuses
dont on n'arrive pas à identifier les responsabilités, les obligations envers les travailleurs. Tout cela, en fait, ça participe de ce morcellement multiforme qui existe de façon logique et objective dans les relations de travail, mais qui également continue, comme les premières machines finalement l'ont fait avec les tisserands, avec les imprimeurs au début du 19e siècle, qui ont provoqué des grandes luttes, des briseurs de machines, les premières manifestations du ludisme. Eh bien, c'est aussi une sensation de dépossession très forte qui existe aujourd'hui chez les travailleurs vis-à-vis du produit de leur travail. Et cela, en fait, vous en avez très bien parlé, quand vous parlez du fait qu'on n'arrive pas à percevoir l'identité des luttes, alors que quelque chose nous relie dans notre expérience au quotidien du travail, nous, Français, par exemple, les caissières, les infirmières et les travailleurs du clic qui sont aujourd'hui employés en Inde, en Chine, à Madagascar, pour aider, pour entraîner aujourd'hui les algorithmes, pour remplacer de plus en plus le travail humain, il y a une très grande solidarité des expériences, qui est une dépossession, qui est un rabais, qui est une déconnexion, une fracture entre nous et le produit de notre travail. Et en même temps, on ne peut absolument pas se rassembler, puisque tout cela est très diffus et que rien ne nous permet de le mettre ensemble. Voilà. Odile, je pense que vous vouliez réagir peut-être sur ce sujet ou sur une des questions précédemment évoquées. Alors, ça n'est pas du tout décorrélé de ce que vous venez de dire, Diana. En fait, on tourne autour du questionnement sur les réponses et les solutions qu'on peut apporter pour, en gros, rééquilibrer, en tout cas, amener, au travers d'une réflexion aussi sur le droit, un rééquilibrage. Et d'ailleurs, c'est là où la question peut commencer. Parce que, Diana, vous dites le droit répond au morcellement et en quelque sorte, on a un émiettement du travail au travers d'organisations technologiques. Mais en fait, on a des acteurs qui sont des acteurs économiques qui ont des business models extrêmement agressifs et qui savent exactement ce qu'ils font quand ils évitent une régulation de quelque nature qu'elle soit. Et alors, je vais faire une incise un petit peu parce que je suis désolée si c'est pas le process qu'il fallait respecter, mais sur une des propositions qui a été faite, j'allais y venir aux propositions. Vous nous avez donné à lire, qui est notamment celle de renforcement de l'action collective des travailleurs indépendants qu'on a évoqué déjà un petit peu dans la discussion. Et dans cette proposition, on fait référence à un avis qui a été rendu par le Comité européen des droits sociaux. Donc, quand même, la fonction principale, c'est de s'assurer du respect de la Charte européenne, et en particulier des libertés fondamentales, dont celle de l'action collective. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit toujours que ça n'a aucune fonction et que ça n'a aucun effet, puisque, de toute manière, ça n'est que la Charte des droits fondamentaux. Mais, par contre, moi, il me semble qu'il y a quelque chose de fondamental dans la lecture de l'avis qui a été rendu par le Comité européen, c'est qu'en fait, il nous dit, parce que ce que dit le Comité européen des droits sociaux, il dit qu'il faut donner le droit de l'action collective, en gros, à des indépendants. Il faut arrêter de sortir de cette idée qu'on ne peut pas permettre à des indépendants, donc non salariés, donc non couverts par les droits au salariat, de mener des actions collectives et donc de faire valoir des droits. Il y a lié à ce besoin-là des transformations complètement particulières du travail auquel il faut faire face. Et donc il faut regarder en face et qui, notamment, ont trait au fait que nous avons face à nous des agents économiques qui ne sont pas autonomes et indépendants et qui sont faiblement positionnés. Ça nous ramène au droit, parce qu'en fait, l'illusion dans laquelle on est qu'en quelque sorte, on est en capacité, au travers du droit et du renforcement du droit de l'action collective, de permettre à des agents faiblement positionnés, un indépendant d'une plateforme est encore plus faiblement positionné qu'un salarié qui travaille dans un établissement de 50 salariés, par exemple. Comment faire pour que le droit permette de réduire cette asymétrie fondamentale de pouvoir. Le fondement du droit du travail, ça a été de dire à un moment donné, le droit du commerce ne permet pas de tout gérer. Les agents ne sont pas équilibrés dans leur pouvoir économique. Et donc, il faut aller réduire cette asymétrie. Et cette asymétrie, c'est le droit du travail qui l'a fait. Là où on est complètement... on ne sait pas faire et on ne sait pas répondre, c'est comme on fait quand on a un tel développement de l'externalisation par un recours à des prestations de services par des indépendants, donc une étape ultime qui n'est pas du tout aboutie
du travail qui multiplie en fait ces asymétries de pouvoir. Et moi, mon questionnement, au regard aussi de ce qui s'est dit là, c'est que moi, je ne suis pas sûre que qu'on soit en capacité et qu'on ait les outils suffisants pour créer du collectif, parce que le collectif, c'est un coût. Jérôme est tout à fait en capacité de témoigner de la difficulté ce que c'est de créer un collectif de travail. Quand vous êtes un indépendant, d'abord, vous n'avez pas de moyens. Comment vous faites le collectif? Ce sont des engagements qui sont très coûteux. Et de même que quand on parle des conventions collectives de branche, évidemment, sauf qu'en fait, Uber, la Cour de tout le monde, un certain nombre de ceux qui réfléchissent sur les plateformes ne sont pas sans savoir que la Cour de justice de l'Union européenne a déclaré dans un arrêt que Uber était une entreprise qui fournissait un service mixte, dont de transport. Et la stratégie évidente d'un certain nombre d'acteurs, c'est tout simplement dire, moi, je suis une entreprise de la tech, et de toute manière, je fais un service qui est un service d'intermédiation. Et donc, en fait, en quelque sorte, on a une sorte de passoire où, en gros, on ne peut pas... ces acteurs-là, parce qu'avec des stratégies très évidentes d'évitement des règles pouvant se leur appliquer et donc pouvant être en capacité d'outiller les acteurs et de renforcer les droits et les protections, sont dans des stratégies d'évitement. Et je ne sais pas... Très consciente, par ailleurs. Voilà. Très consciente et très je dirais, outillée sur le plan des moyens financiers qui sont aussi mis pour y aller. Donc, moi, mon questionnement, c'est en fait, je ne sais pas si la convention, si en gros, le droit de l'accord, le droit de la convention ou de l'action collective est, dans le cas d'espèce, suffisant. C'est un questionnement personnel. Olivier, peut-être une réaction. Après, on prendra une dernière Oui, intervention de la salle avant de partir vraiment sur les propositions, car l'heure tourne. J'ai quand même des propositions dans ce que je veux dire. Je vais vous parler des caissières, des femmes de chambre, puisqu'elles ont été évoquées, et puis j'ai la chance d'en rencontrer un certain nombre dans mon activité syndicale. D'abord, les femmes de chambre. En fait, ça pose la question de l'évolution nécessaire du droit, puisque je suis d'accord que, évidemment, il faut se poser la question des droits effectifs. Et ces femmes de chambre, elles ne sont pas salariées du groupe Accor. Si elles étaient salariées du groupe Accor, le droit existant permettrait de répondre, d'une certaine manière, à la situation. Parce que dans le groupe Accor, il y a des représentants syndicaux, parce qu'on peut négocier pour ces travailleuses. Le problème de ces femmes de chambre qui sont évoquées c'est à Paris, c'est une lutte qui dure depuis longtemps, effectivement, c'est qu'elles sont salariées d'un prestataire qui est choisi par l'hôtel. Et il est évident que le droit existant ne répond pas à toutes les situations parce que nous avons de nouveaux modèles économiques. Et notamment la franchise, le commerce associé, en fait le réseau d'exploitants indépendants, autre modèle économique, la sous-traitance, la prestation de services. Et le droit doit évoluer, et c'est pour ça qu'une des propositions, c'est de raisonner en termes de communauté d'intérêt et de communauté de travail, de manière à ce que les personnes, les travailleurs, les travailleuses qui travaillent au même endroit puissent bénéficier d'un certain nombre de droits communs. Alors peut-être pas tous les droits communs, il faut négocier. C'est quelque chose qui doit se négocier et qui pourrait être dans la main des acteurs sociaux, puisqu'on a deux manières de produire du droit. Il y a le législateur, le politique, et puis les acteurs sociaux eux-mêmes qui peuvent produire du droit, qui peuvent produire des garanties collectives. Deuxième métier qui a été évoqué, le métier de caissière. Hôte et hôtesse de caisse, quand on veut parler. Et ce métier-là, pour moi, il évoque avant tout la question de l'évolution des métiers, l'évolution du travail, de l'emploi. Parce qu'on parle d'automatisation, on parle de nouvelles technologies, on évoque la question des bas salaires aussi, la question de la dignité, du salaire décent. Finalement, si on veut mettre les mains dans le cambouis et se poser la question de l'avenir, l'avenir n'est peut-être pas de maintenir des personnes dans un métier toute leur vie. Et donc ça pose la question de l'évolution salariale, de l'évolution dans l'emploi et du parcours professionnel des travailleurs et des travailleuses. Si on fait en sorte
comme dans certains pays comme le Danemark. Si on fait en sorte que les personnes ne restent pas dans un emploi à bas salaire, dans un emploi qui est susceptible d'évoluer, d'être détruit, d'être transformé, si on fait en sorte que ces personnes puissent bénéficier de formations longues, diplômantes, qualifiantes, de manière à ce qu'elles puissent se projeter dans un autre emploi, eh bien, ça permet d'éviter d'avoir une armée de travailleurs dans des bas salaires. Donc ça, c'est aussi une manière de parler des droits des personnes, puisque là, on parle du droit à la formation, du droit de ne pas rester dans le même emploi toute sa vie, surtout si on est malheureux, puisqu'on se réalise quand même en partie dans le travail, et ça génère, le fait d'être malheureux dans son travail, ça génère énormément de problèmes dans la société. Et troisièmement, je vais très vite, sur la question des indépendants, et droits des indépendants, ça pose la question du choix du statut. Et j'écarte les indépendants qui subissent ce statut, des personnes qui sont discriminées sur le marché du travail et qui finalement génèrent leur statut d'auto-entrepreneur parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi dans les entreprises. Ils sont écartés du marché du travail. Cela, je dirais que la réponse, elle est sociale, elle est sur le droit, sur la non-discrimination, sur la formation et sur le fait de pouvoir les réinsérer dans le marché du travail. Mais pour les indépendants qui choisissent ce statut-là, c'est toute la question de l'intégration dans le Code du travail. Parce que si on veut parler très concrètement de droit, et si on considère que ce ne sont pas des chefs d'entreprise qui vont embaucher des salariés, qui vont être donc des employeurs, si on parle de travailleurs, travailleuses indépendants, c'est la question de l'intégration dans le Code du travail. Pour les intégrer dans le Code du travail, il faut se poser les mêmes questions qu'on s'est posées pour des métiers plus anciens, qui ne rentraient pas dans les cases. Et d'une certaine manière, on a réussi à le faire dans le passé, sans être trop techno. Il y a une partie dans le Code du travail où on évoque des métiers pour lesquels tout ne s'applique pas, mais ils sont quand même intégrés dans le Code du travail. C'est dans la partie 7, si certains veulent savoir. Et dans cette intégration-là, on peut se poser la question de la représentation pour que ça débouche sur des négociations. On peut s'interroger sur le droit à la protection sociale, le droit à la formation professionnelle, etc. Et donc, on s'achemine vers une accumulation de droits nouveaux pour des travailleuses et des travailleurs qui, au départ, étaient ni considérés comme salariés, effectivement, ni considérés comme chefs d'entreprise, donc échappant à toute garantie collective et tout droit collectif. Et enfin, pour répondre à la question de la convention collective, on a clairement des entreprises multinationales qui ne veulent pas, qui veulent échapper en fait à la législation sociale et aux garanties sociales qu'on organise. C'est le cas d'Amazon aussi, que je connais mieux qu'Uber. Et ça, c'est une bataille, c'est une grande bataille à venir, actuelle et à venir, pour forcer ces entreprises-là à respecter notre modèle social. On aura besoin des politiques, puisque on peine évidemment à créer un rapport de force à l'intérieur de ces entreprises-là, et il faudra bien une prise de conscience collective citoyenne, de manière à ce que les politiques réalisent qu'ils ont le pouvoir de leur plier le bras. On l'a vu dans la crise du Covid. Parfois, l'État sauve les entreprises, parfois l'État apparaît comme fort, et donc on peut espérer qu'avec une prise de conscience collective, on arrive à faire en sorte que ces entreprises-là respectent le minimum légal. Sur Amazon, pardon. Alors Amazon pose beaucoup de difficultés. Amazon, je peux vous faire 1 heure sur Amazon. Très rapidement, Amazon, c'est un problème de mise en danger des salariés.
Et donc, il a fallu se battre pour qu'ils respectent des protocoles sanitaires. Deuxièmement, Amazon, ça pose des problèmes de régulation des droits parce qu'ils ne veulent pas appliquer la bonne convention collective, ils ne veulent pas appliquer les législations, les différentes réglementations qui doivent s'appliquer, en changeant toujours de nature, en changeant aussi juridiquement, en créant des sociétés, des sous-sociétés, etc. Donc c'est très difficile de les suivre. Et puis, il pose au quotidien des problèmes de conditions de travail, d'usage de nouvelles technologies, avec de l'intelligence artificielle à tous les niveaux pour surveiller les salariés, pour éventuellement les sanctionner. En tout cas, nous, on a toujours cette crainte que des outils soi-disant utiles pour les salariés soient en fait détournés pour les sanctionner par la suite. Donc, on a tendance à être parano quand on est syndicaliste à Amazon. Et malheureusement, ça se justifie souvent. Effectivement, point d'actu, les magasins Whole Foods aux États-Unis, qui appartiennent désormais à Amazon, on a découvert récemment qu'en fait, ils utilisent un algorithme pour attribuer un score à leurs différents magasins pour évaluer le risque de grève et pouvoir casser les grèves en amont, quoi. Donc les briseurs de grève ont trouvé des nouveaux moyens d'action tout à fait technologiques. Didier, vous aviez une Oui, très rapidement, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Moi, ce qui me frappe dans la discussion autour de la fragmentation du travail, la souffrance au travail, la dignité au travail, c'est qu'au fond, il y a un sous-jacent derrière tout ça qui est aussi le sens de toute activité humaine. Et s'il y a une promesse qui a été déçue, c'est celle-là. C'est le fait que on a cru, à juste titre, l'histoire n'est peut-être pas complètement terminée, qu'on allait s'émanciper d'une grande partie de ce qui constituait plus un fardeau qu'une réalisation personnelle dans le travail. Et je suis frappé de voir que tous les sondages récents qui ont été faits sur comment est-ce que les salariés ou les gens de manière générale vivent le travail, c'est phénoménal, à l'exception peut-être du rapport au PME. C'est phénoménal de voir à quel point les gens questionnent ce qu'ils font là où ils le font, en se disant, et c'est pas seulement le partage de la valeur, c'est pas seulement d'être consulté au sein d'un grand groupe, savoir si son avis est tenu et est intégré ou pas. C'est tout simplement la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on fait là où on le fait? Alors c'est en partie la fragmentation du travail, mais c'est aussi tout simplement le sens. Et ce qui me frappe, c'est de voir, en lisant le texte que vous avez écrit dans la revue C'est Esprit Études, pardon. Je crois que c'est vous qui l'avez écrite, sur le travail dans les ONG, les milieux associatifs, caritatifs. Non, c'est pas vous. Enfin, il y a eu Enfin, en tout cas, peut-être sur votre livre. Oui, c'est sur votre. Ah, c'est sur votre livre, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai lu cet article qui était particulièrement éclairant parce que moi, il se trouve que je m'intéresse aussi au fonctionnement des ONG. Je suis membre d'une conseil d'administration d'une grande ONG, Action contre la faim, pour ne pas la citer, et je suis frappé de voir que même dans les structures où normalement vous devriez être porté par le sens, parce qu'en gros, si vous avez un travail de merde qui est mal rémunéré, pas rémunéré, et que vous l'acceptez, c'est sans doute que vous n'avez pas le choix, ou peut-être parce que vous trouvez des compensations, par exemple, symboliques, de reconnaissance, ou que vous êtes porté par quelque chose qui s'appelle le sens. Vous, le matin, vous vous levez, vous dites, ce que je fais, ça a une valeur, ça a une vertu. Ça... Et dans le monde associatif, où on se dit, a priori, dans les grandes ONG, les gens qui sont là, ils ne sont pas là par hasard, ils sont là parce qu'ils veulent s'occuper de leur prochain, ils veulent aider à soigner la misère ou à faire qu'il y ait plus d'éducation partout dans le monde. Et bien, dans ces entreprises, vous avez des problèmes de souffrance au travail, vous avez des inspecteurs du travail qui viennent régulièrement, parce que ce sont des structures qui se sont professionnalisées, qui se sont calquées sur le modèle de l'entreprise classique, avec tout ce que ça veut dire de contrôle, etc. Et donc moi je pense que cette question de la souffrance au travail, elle est vraiment liée, une fois encore, au sens, et je ne sais pas comment on peut le remettre au cœur. Et sur par exemple, la question des caissières, je veux dire, moi je vous rejoins totalement. Je pense qu'il est urgent d'aller au bout
de l'automatisation de ces métiers et de supprimer une fois pour toutes tous ces métiers. Parce que je pense qu'on ne réglera pas. Non, mais on ne réglera pas il y aura jamais, sauf à avoir des épisodes comme le Covid où tout d'un coup ces derniers de cordée sont mis en exergue, on en fait des saints et des héros, mais enfin 3 mois après tout le monde s'en foutra. Donc je veux dire c'est un effet très éphémère. Donc je pense que la vraie réflexion, à mon avis, à conduire, mais c'est une réflexion qui est sanglante, c'est est-ce qu'au XXIe siècle, on est prêt à aborder enfin cette question et de savoir quels sont les métiers qui devraient tout simplement passer à la trappe si on en a les moyens technologiques et peut-être trouver d'autres formes de métiers ou d'autres types de revenus, j'en sais rien. Voilà. On vient de perdre l'anthropologue David Graeber, qui était le théoricien du concept de bullshit jobs. Il est mort il y a 3 jours. Vous aviez, je crois, vous vouliez réagir. Je vous en prie. Non. Alors, allô, c'est bon? On m'entend? Alors peut-être que ça s'est pas entendu, mais j'adore mon métier quand même. J'adore ce que je fais. Pour moi, oui, pour moi, c'est un véritable service public que je rends en tant que clerc de notaire. Et je pense que justement, les infirmières, les médecins qui travaillent dans les hôpitaux publics, malgré les conditions catastrophiques qu'ils connaissent, ils le font parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Donc ça, c'est la première chose. Mais effectivement, moi, je me pose aussi également la question de, oui, si on a des droits, si on a voté ces lois, etc., comment on les fait appliquer concrètement dans les entreprises? Donc les syndicats, tout ça, se battent pour améliorer, voire faire appliquer ce qu'on a déjà réussi à avoir. Mais que fait l'État? Les inspecteurs du travail, on n'en engage pas plus que ça, on limite même leur action. Par exemple, pendant le confinement, il y a un des inspecteurs du travail qui s'est fait suspendre parce qu'il avait soulevé le fait que dans une entreprise, il n'y avait pas de masque et pas de conditions sanitaires acceptables pour les employés. Donc il faut savoir aussi quelle volonté politique nos gouvernements ont derrière, également pour faire appliquer le Code du travail et l'améliorer et pas le casser, comme ces dernières années on a eu avec les 2 gouvernements qu'on a connus. Et notamment, moi j'ai une amie, Anne de Haro, qui est lanceuse d'alerte, qui a été licenciée alors qu'elle était syndicaliste pour avoir dénoncé le montage fiscal de son entreprise, qui est une multinationale, pour ne pas payer la participation aux employés, qui est due en France par toute entreprise. Voilà, merci. Je peux juste ajouter un truc pour rebondir sur ce que disait le monsieur sur la question du sens. Je pense qu'en fait, il y a quelque chose qui est très tabou, qu'on ne dit pas, mais qu'en France, il y a plein de gens qui décident de quitter un boulot, ils sont malheureux, notamment grâce à la rupture conventionnelle, et qui se mettent au chômage, pardon, lapsus. Mais derrière se pose peut-être la question aussi du revenu universel. Enfin, comment ça s'articule? C'est-à-dire qu'à un moment, quand il n'y a plus de sens, à quoi bon chercher à aller travailler pour un employeur? Et d'où le fait que plein de gens sont attirés par le fait de monter leur propre activité. Alors, l'heure tourne et vous savez qu'on a un certain nombre de propositions. Alors, je vous avoue que je pense que, étant donné ce qu'on a brossé comme force destructrice et menant un morcellement du travail, j'aimerais bien vous les mettre en débat parce que j'en ai 3. Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas sûr qu'elles suffisent à endiguer ce qu'on vient de décrire. Donc mettons-les en débat, mais surtout, je pense, essayons d'en lister d'autres, parce que, pour parler familièrement, on n'a pas le cul sorti des ronces. La première proposition étant d'augmenter la représentation des salariés dans la gouvernance des entreprises. Donc ce fantasme de calquer le modèle le capitalisme rhénan de cogestion. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que par rapport à ce qu'on vient de se dire, ça vous semble suffisant? Est-ce que c'est une réponse au problème? Je me tourne avant tout vers la salle. Est-ce que vous voulez avoir de la cogestion à la rhénane? Oui, vas-y, prends ce micro-là. Alors, moi, j'avoue que je suis un peu sceptique sur la codétermination, parce que quand on voit ce qu'il y a dans la loi Pacte, ça va pas très... La loi sur... Effectivement, c'était au-delà de la loi Pacte. C'est la représentation, parce qu'il y a la représentation des salariés au niveau du conseil d'administration de l'entreprise, qui est la voix des salariés par rapport au choix stratégique de l'entreprise, mais ça va pas très loin, ils sont pas très nombreux, c'est pas dans toutes les entreprises et c'est assez limité. Et puis il y a la représentation des salariés dans l'entreprise, et c'est 2 questions qui sont bien distinctes. Différentes. Et la codétermination, pour moi, c'est plus la représentation des salariés au conseil d'administration, mais qui aura forcément une limite, et donc du coup c'est forcément dans les plus grosses entreprises. Dans les petites boîtes, de toute façon, ça n'existe pas. Voilà, enfin, c'est
après, voilà, concentrons-nous d'abord sur les entreprises, sur les secteurs professionnels, avant d'aller perdre de l'énergie sur la codétermination. Mais c'est mon sentiment. Est-ce que quelqu'un partage ce sentiment, est en désaccord complet? Antoine, tu voulais rebondir? Ouais, du coup, moi, Lucie, je ne suis pas du tout d'accord. Au contraire, je pense que la codétermination, c'est un sujet assez central. Alors, je ne vous ferai pas le temps de parole des intervenants en disant qu'il y a plein de prérequis pour mettre en place de la codétermination, mais je pense que tous les sujets dont on a parlé depuis tout à l'heure, tout ce qu'on brosse, l'éclatement de l'emploi, c'est-à-dire le fait d'avoir sur un même lieu de travail des gens qui sont salariés de la grande entreprise que tout le monde identifie, qui sont des sous-traitants, des indépendants, le fait qu'on externalise du boulot des travailleurs du clic à l'autre bout du monde, le fait que Deliveroo ne veut pas salarier ses livreurs, et donc tout ça, c'est des décisions qui à un moment ont été imposées dans l'entreprise par une des parties qui sont les représentants du capital, qui sont les administrateurs économiques, et aux autres parties qui sont les salariés, qui sont à peine représentés, et puis tous les tiers qu'il peut y avoir, l'État, la société civile, qu'on payait j'ai clairement un concurrent en termes d'attention là, c'est foutu. C'est-à-dire qu'on approche de 20h, là, le chien, ouais. Le chien, il n'en peut plus. Et une bonne partie de la salle non plus. Mais bref, tout ça vient, animal philosophique, tout ça vient du comportement, on va dire, déviant, au sens de déviant à la norme sociale, d'une des parties de l'entreprise qui a imposé un mode d'organisation qui est profondément vicieux socialement et qui a des conséquences énormes. Et donc, à un moment, il n'y a pas moyen de corriger tous ces problèmes. Enfin, on peut les corriger un par un et y passer une énergie folle, mais il y a aussi une manière radicale au sens étymologique du terme, c'est-à-dire en attaquant le problème à la base, qui est du fait que l'organisation des entreprises n'appartient pas que aux donneurs d'ordre. Alors on sait bien que aux donneurs d'ordre économique. On sait bien que c'est pas la fin des fins, hein, que dans les coopératives, il y a plein de problèmes, qu'une association peut être un très très mauvais employeur. Donc c'est pas parce que les salariés auront leur voix au chapitre que tous les problèmes seront réglés, mais c'est en donnant la voix au chapitre aux salariés qu'on commencera à régler les problèmes, je pense. Donc, voilà. Merci. Alors ça me permet de rebondir. Oui, pardon, allez-y, je vous en prie. Prenez le même micro, ce sera très bien. Profilez-vous le Covid. Oui, en fait, c'était juste pour faire un petit retour d'expérience. En fait, moi, je suis collaboratrice parlementaire au sein du Sénat. Et en fait, il faut savoir que la structure du Sénat est particulière parce qu'on est employé directement donc, par nos parlementaires, employeurs et employeuses. Et donc, en fait, le Sénat, c'est 348 TPE. Et donc, jusqu'à juin dernier, nous n'avions pas d'instance de dialogue social de l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices. Et donc, nos conditions de travail, évidemment, il y avait les règles qui tenaient au contrat, mais étaient finalement négociées en direct avec notre sénateur ou notre sénatrice. Et donc, en juin, on a enfin, après plusieurs années de négociations, obtenu cette instance de dialogue social. Et honnêtement, on en a vu assez vite quand même les résultats. Parce que notamment, on avait un certain nombre de dossiers en cours, mais notamment pendant le confinement, on a pu dialoguer beaucoup plus vite avec l'administration sur la manière de protéger nos collègues. Et vraiment, ça a changé la vie. Voilà, c'était juste pour évoquer cet exemple. Merci beaucoup. Est-ce que ça évoque une réaction du côté de nos intervenants? Oui. Alors, si je voulais plaisanter, je dirais que assistant parlementaire, c'est comme caissière, c'est pas un métier qu'il faut faire toute sa vie, de toute façon. Mais bon, c'est une blague. Moi, je voulais juste dire, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, là, la fragmentation telle qu'on l'a décrit du travail est un processus assez lourd, hein, qui donc, ça a été dit, à son origine dans des évolutions technologiques, des mutations productives, le droit aussi évidemment. C'est en rapport avec le nouveau capitalisme tel qu'on le décrit, Amazon, enfin voilà, on a décrit un certain nombre de choses. Et donc du coup, quand on est dans la position du régulateur ou des régulateurs qui essayent d'apporter des réponses pour apporter de la protection, il faut éviter d'ajouter des difficultés aux difficultés. Bon. Et donc ça interroge la question idéologique. Parce que ne nous leurrons pas, il y a aussi dans la fragmentation un processus subjectif et idéologique. Elle a été aussi valorisée.
l'individualisme est valorisé. Bon. Ça fait même partie du discours RH aujourd'hui, de faire croire à chacun qu'il est un individu singulier et que dans sa singularité, il va s'épanouir dans le travail. Enfin bon, cette idéologie, elle est aussi un élément de la fragmentation. La fragmentation, elle est objective et subjective. Et de ce point de vue-là, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit notre camarade de la CFDT, puisque j'apprécie le fait que vous appeliez les politiques à prendre leurs responsabilités et à jouer pleinement leur rôle dans le droit du travail. Mais moi, j'ai quand même en mémoire le débat du quinquennat précédent, où précisément, on n'a pas été d'accord. Enfin, moi, je faisais partie des députés socialistes qui sont opposés à la loi travail, Myriam El Khomri, qui était largement soutenue par la centrale, la CFDT. On n'a pas été d'accord sur cette question. C'est-à-dire que fondamentalement, une des raisons pour lesquelles moi je m'opposais avec Christian Paul ou d'autres au déplacement de la hiérarchie des normes, au fait qu'on remplace la négociation d'entreprise, enfin la négociation de branche par la négociation d'entreprise, c'est que j'avais le sentiment qu'on laissait de plus en plus du coup les gens livrés à des rapports de force individuels, à des rapports de force à des petites échelles, en fait qu'on cassait une partie du pouvoir régulateur national et qu'on renvoyait les travailleurs, les salariés à des rapports de subordination immédiate à leurs employeurs. Bon, donc si on est pour la régulation, il ne faut pas en même temps, de mon point de vue, véhiculer une idéologie où on survalorise la la négociation dans la proximité, l'individu, voilà, parce que là, il y a des contradictions. Quand on est confronté à une fragmentation objective et puissante, il faut avoir des réponses qui se situent à des niveaux politiques, à des niveaux collectifs suffisamment importants pour pouvoir faire face. Donc, j'interroge aussi quand même la question de l'idéologie qui accompagne la fragmentation. Merci. Jérôme, je me tourne vers vous parce que justement, s'il y a une catégorie de travailleurs qui a du mal à s'organiser collectivement, ce sont justement les travailleurs indépendants, auxquels on a vanté justement le miroir alouette de l'entrepreneuriat pour tous. Et ça tombe bien, ma deuxième proposition, c'est encourager et faciliter la négociation collective chez les travailleurs indépendants. Alors du coup, si je vous encourage et que je facilite, ça va, ça passe. Concrètement, comment on fait sur le terrain pour faire ça? Déjà, il faudrait qu'on soit des vrais indépendants. On ne l'est pas. Donc moi, j'ai pris le constat très très tôt qu'on était des salariés déguisés et qu'à partir de là, tous les débats sur les travailleurs indépendants, patati patata, ça ne nous concernait pas. Et de toute façon, on le voit, puisque juridiquement, que ce soit jusqu'à la Cour de cassation ou la Cour de justice européenne, on voit bien qu'en fin de compte, on est de moins en moins des indépendants. Donc en fin de compte, la structuration, quand tu dis on a du mal à se structurer, non, on n'a pas de mal à se structurer. Au contraire, ça se fait même de façon très très naturelle. Je l'expliquais tout à l'heure, les jeunes travailleurs qui sont des livreurs, qui ont l'habitude de communiquer avec leurs potes dans leur quartier, sur Snapchat ou sur Telegram, et ben hop, on leur a offert via ces messageries un outil pour discuter de façon syndicale, de façon politique, et ils l'ont fait. Je me retrouve avec des jeunes de quartier avec qui je travaillais il y a une dizaine d'années en tant qu'animateur. On avait des discussions autour de choses un petit peu ludiques, et maintenant avec ces mêmes gens qui ont gagné 10 ans, on a des discours politiques devant un truc Deliveroo, sur une place de centre-ville. On a des discours politiques, même avec des sans-papiers qui parlent pas très bien français, mais qui ont déjà une pensée construite. Et en fin de compte, l'ubérisation qu'on combat, ça leur a juste offert la possibilité de mettre un terme sur leur exploitation, sur l'exploitation personnelle, mais aussi sur l'exploitation de masse. Parce que quand on se retrouve avec un jeune Sénégalais, un jeune Malien, à parler politique, il fait des parallèles avec la France, la colonisation, l'aspect positif de la colonisation, l'aspect positif de l'ubérisation, hein, la phrase qu'on entend souvent, que j'entends trop souvent, dans la bouche de gens pourtant très bien pensants, oui, mais ça leur donne du travail. L'aspect positif de l'ubérisation. Oui, mais on leur a construit des ponts, des routes et des hôpitaux au Gabon ou je ne sais où. Facile. Donc, en fin de compte, tous ces gens-là se servent de ces outils pour passer de la fission. Tout à l'heure, on parlait d'énergie. On parlait d'atomisation. C'est bien parce que ça nous ramène à la fission. Pour l'instant, voilà, le but des plateformes, le but de nouvel emploi avec un grand E, c'est la fission.
Chacun explose de chaque côté, ça fait de l'énergie sale qu'on récupère, qu'on vend à pas cher à des clients qui pourront d'ailleurs se poser la question de savoir si est-ce qu'ils consomment très, très propre. Je fais cette question-là rapide. Au-delà de l'atomisation, là, on a pété les atomes. On est au niveau de et la donc fission. là, en fin de compte, nous ce qu'on essaye de faire, c'est de la fusion, en fait. Ces gens-là sont un collectif, sont une communauté, et donc on recrée de la fusion. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, la fusion, ça fait très très peur en fait aux plateformes qui sont justement ce lobby de la fission et qui se retrouvent des fois avec des manifs de 50 gars couverts par une dizaine de journalistes, et ça flingue tout de leur communication, tout leur plan marketing qui leur ont coûté des fois des millions, voire des milliards pour Uber. Et donc, à 50 gars, pas forcément très éduqués, mais avec un sens commun, on arrive à faire plier des boîtes au moins au niveau de la com. On n'a pas tous les résultats qu'on veut. Mais c'est pour ça que par rapport à des professions comme les vôtres, qui sont très structurées, qui sont anciennes, on peut avoir des résultats très, très, très rapides. Donc moi, j'ai pas forcément un gros cursus par rapport à tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est écrit depuis le 19e siècle. Mais voilà, Wikipédia m'a permis de comprendre qu'en fin de compte, les ludites, j'ai compris les ludites, les canuts, en fin de compte, ils avaient fait la même chose que nous. Plutôt, on a fait la même chose qu'eux, avec des nouveaux outils. Mais de toute façon, comme je disais, l'ubérisation, elle s'est créée pour être un objet antisocial. Sauf que le social, j'ai très vite compris, le social, il est horreur du vide. Même s'il y a quelque chose qui a été fait pour être antisocial, il y aura toujours une communauté, un esprit de corps, surtout chez les livreurs à vélo, qui font un métier qui est compliqué. Il faut être courageux, il faut être sportif, il faut être jeune. Mauvais exemple. Et donc, à partir de là, on a très très vite recréé un esprit de corps qui a fait fusion. Et même si on n'est pas des milliers de syndiqués en France, les quelques-uns qu'on est, et je le vois au CLAP, parce que le CLAP, c'est pas la CGT ou la CFDT, le CLAP, on a réussi à être des interlocuteurs privilégiés parce que les journalistes qui ont été faire ce métier, qui se posaient des questions sur ce qu'on racontait partout dans les journaux, qui ont fait ce métier, ils ont découvert que, en fin de compte, c'était même pire que ce qu'on racontait. Parce que nous, on a essayé d'édulcorer pour que les clients ne prennent pas peur. Et pour finir, on parlait de sous-traitance. On parlait de franchise. On n'a pas parlé d'intérim, parce qu'en fin de compte, l'ubérisation dont on parle de plus en plus, c'est le mix de ces trois choses, en fait. Donc, l'atomisation, il est venu par la sous-traitance, d'une part. Ensuite, par l'intérim. Ensuite, par le système des franchises, qui ont permis de désyndicaliser tout ça. Et l'ubérisation, c'est le mariage des trois. On est des franchisés, on est des sous-traitants, et en même temps, on est des intérims, parce que la flexibilité rêvée par ces entreprises, sauf que la flexibilité, c'est les plateformes qui en profitent, c'est pas les gars qui peuvent travailler non pas quand ils veulent, mais quand ils peuvent. Donc on voit bien que tout ça, l'ubérisation, c'est le paroxysme en fait de tous ces objets qui ont désyndicalisé, qui ont antisocialisé le travail. Donc à partir de là, moi la proposition que je fais, c'est que les clients qui consomment, qui se posent des questions, aillent savoir si ce qu'ils consomment, la façon qu'ils ont de consommer, que ce soit de la livraison, que ce soit des chauffeurs Uber, que ce soit tout un tas d'autres plateformes qui vont se créer. À partir du moment où on a face à soi une plateforme, un travailleur de plateforme pseudo-indépendant, on sait que c'est du sale. Donc là, on va poser des questions aux plateformes sur les réseaux sociaux. Moi, je suis un activiste. Sans les réseaux sociaux, le CLAP n'existe pas parce qu'on n'avait pas le réseau. On l'a créé par rapport à ça, comme ça. Et donc, les clients, parce qu'on est sur les secteurs des services, il faut qu'ils prennent conscience qu'eux aussi, ils ont un rôle à jouer. Je ne critique pas les clients. Tu veux commander Deliveroo, tu commandes Deliveroo. Mais en même temps, tu fais bien attention à ce que le commentaire que tu vas mettre sur Deliveroo, il soit acide, voire acerbe. Parce qu'il faut que la plateforme, qui fait très très attention à son image, mais ça marche aussi pour Uber, pour tout un tas d'autres. Frishti en ce moment, c'est l'actualité à Paris. Elles sont très très en attention de leur image. Et si les clients qui consomment comme ça sont eux aussi critiques, et en même temps sont acteurs aussi d'autres énergies locales, d'autres solutions locales, parce que les coopératives, on en a un petit peu parlé, mais il est là le pendant de l'ubérisation en fait. C'est pas le salariat le pendant de l'ubérisation, c'est le sociétariat en fait. Alors qu'au départ, le salariat était antérieur au coopérativisme. Et là, on va y revenir en fait, parce que l'ubérisation a fait tellement de saloperies. Elle est trop forte. Voilà. Et la loi El Khomri, pour finir, la loi El Khomri, moi, elle m'a appris une chose. C'est elle déjà qui m'a fait descendre dans la rue. Elle m'a fait comprendre que
le combat que j'avais mené dans une plateforme, le combat qu'on commençait à mener en 2016, en fin de compte, il était politique. L'ubérisation est un objet politique. C'est pas du tout un objet économique. Les plateformes, c'est pas des entreprises, c'est des vitrines de lobbying ultralibéral, parce qu'elles gagnent pas d'argent. Et pour des plateformes qui gagnent pas d'argent, on va jusqu'à envisager politiquement, au plus haut sommet de l'État, de créer un tiers statut, un mariage entre salariat et indépendants, évidemment avec le pire des deux, pour des entreprises qui ne gagnent pas d'argent. Parce que potentiellement, après, c'est la panacée, c'est la boîte de Pandore, en fait, du travail. Donc, et surtout, ça peut toucher tout le monde. Ça ne touche pas que les livreurs maintenant et les chauffeurs VTC et les quelques autres. De la fission et de la fracturation, quoi. On est sur la totale, quoi. C'est ça. C'est tous les. Je pense que 90% des métiers qui sont dans cette salle sont potentiellement plateformisables. Et donc, il faut faire très, très attention. On l'a entendu tout à l'heure. Je suis désolé, on a commencé un petit peu en retard. Et vous savez qu'il y a la plénière qui va commencer bientôt au prieuré. Donc Florence Aubenas nous a quittés pour y aller. On va bientôt devoir rendre l'antenne. Pour finir, peut-être en réaction à ce que disait Jérôme, Odile, là, on a parlé de travailleurs parasubordonnés, d'indépendants, de faux indépendants qui, du coup, ont leur propre modalité d'organisation. Il y a quand même des vrais indépendants. Eux aussi ont quand même un besoin d'organisation, malgré le fait qu'il ne s'agit pas de faux travailleurs indépendants. Alors, je vais directement, en fait, aller sur une réaction sur la proposition. En fait, évidemment qu'on a un spectre très large. Et d'ailleurs, on a un spectre aussi qui est en mouvement. C'est-à-dire qu'il va de soi qu'il y a des faux indépendants, il va de soi qu'aujourd'hui, dans ce qui est en particulier, ce qui se joue dans les plateformes, il y en a qui sont clairement des salariés déguisés, il y en a qui, dans un autre contexte, pourront peut-être être indépendants. Et donc, en fait, ce spectre-là, on ne le connaît pas. On ne le sait pas à terme, parce que, de fait, on aura aussi des acteurs coopératifs, comme tu le dis, et que la capacité d'émancipation et d'autonomisation, elle existe. Par contre, moi, il me semble, pour réagir sur la proposition, qu'en fait, elle ne va pas assez loin. En gros, la proposition telle qu'elle a été formulée, elle dit il faut dépasser l'interdiction qui est les contraintes posées en droit de la concurrence à l'action collective des indépendants, notamment les contraintes posées par l'article 101 du TFUE. Mais en fait, la réponse qu'on peut donner, c'est possible. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit, y compris au niveau de la Commission européenne, c'est que la DG Concurrence est en train de faire des auditions sur la façon de dépasser, parce que c'est ça aussi dont il s'agit, de dépasser l'opposition entre le droit de la concurrence et le droit du travail. Ce qui se joue aussi, c'est qu'en fait, on ne sait pas apporter la réponse en droit, et on dit rentrons dans la partie 4, ou adaptons le code civil, ou faisons des aménagements dans le droit qui existe. La difficulté qu'on a ne serait-ce que de comprendre ce qui se joue en capacité de réponse, de régulation, c'est par quel objet juridique on peut commencer. Alors, on a dans un livre que Sophie a édité, qu'on a coécrit avec d'autres camarades, fait des propositions dans ce sens-là, en particulier sur cette idée de dépassement. Mais ce dépassement juste sur la proposition, en fait, il est déjà en cours. Et donc, le point qui n'est pas... c'est-à-dire, la porte est ouverte, en gros. Celui qui ira faire un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, si la Commission européenne déclare qu'elle est favorable à l'action à la collective des indépendants et qu'en plus elle fait des consultations en ce sens, un pays qui aura la volonté politique d'aller en ce sens-là, à mon avis, pas le mien, mais en tout cas de l'avis de ceux qui réfléchissent sur la porte qui s'est ouverte, il y a des possibilités. Est-ce que ça suffira ? Est-ce qu'en fait, à partir du moment où on ouvre le droit de l'action collective, on règle la question ? Non, c'est exactement ce qu'évoque Jérôme. En fait, tout est dans le détail. L'action collective, ça peut être l'idée de dire vous pouvez faire un contrat collectif en droit civil. Et donc, moi, Hubert, je crée un collectif jaune, ça s'appelle. Je choisis le moins 10 ans ou des mieux 10 ans, et puis je fais un accord. C'est un bon choix de couleur. Un accord avec un collectif que j'aurais créé. Deliveroo ne fait pas autre chose que ça. Donc dire j'accorde le droit à l'action collective à des travailleurs, en l'occurrence là pour le coup quand ils sont faiblement atomisés et avec un faible pouvoir collectif, en fait ça ne garantit rien. Donc toute la question c'est de savoir comment concrètement on le fait. Et donc de se poser, de se dire
avec qui, quels acteurs, quelle légitimité, quel type d'accord. Et puis peut-être qu'il n'y a pas que l'action collective qui peut intervenir. Ne serait-ce que, on n'arrête pas de parler de responsabilité de donneur d'ordre sous-traitant. Une responsabilité peut aussi s'exercer dans ce contexte-là. On ne voit pas très bien comment Renault, pour n'importe quel constructeur français qui travaille sur un programme sur véhicules autonomes, qui fait appel à un prestataire, lui-même faisant appel à un prestataire, embauchant des micro-travailleurs en Thaïlande ou en Philippines, plutôt en Philippines on va dire, qui entraînent l'IA. Ou comment gérer cette question-là, si ce n'est par une réflexion sur le donneur d'ordre sous-traitant. Et il y a d'autres, évidemment, il y a d'autres pistes de régulation qu'on a. On parle très peu de la régulation sectorielle, mais Laurent Grand-Guillaume n'est pas ici, il est bourguignon, mais la meilleure façon qu'on a. Je crois qu'il était là tout à l'heure sur un débat sur le travail. Il n'est pas là dans ce débat, mais la meilleure façon qu'il a trouvé de réguler le secteur des transports particuliers de personnes, comme on l'appelle avec Uber, c'était de proposer de mettre tous les acteurs à la même enseigne sectorielle, de régulation sectorielle. Si vous dites en fait, en gros, vous êtes assujettis aux mêmes règles, et vous atténuez un petit peu la tentation d'avoir une concurrence pas tout à fait loyale. La possibilité de trouver des interstices et de jouer. L'interstice est un terme absolument adapté à la circonstance, tout à fait. Merci à toutes et à tous. Le temps est passé vite.